Bonsoir. Et dans l'actualité aujourd'hui, la déception des maires reçus à l'Elysée par Nicolas Sarkozy. Il n'a fait aucune ouverture, déplore André Léniel, le secrétaire général de l'AMF. Le chef de l'État s'est tout de même excusé de son absence au Congrès des maires de France. La montagne a accouché d'une souris, commentaire assez unanime après la désignation de deux personnalités plus que discrètes à la tête de l'Union européenne. Le Belge Herman Van Rompuy sera président du Conseil et la Britannique Catherine Ashton à la tête de la diplomatie. Rejouer le match serait la solution la plus équitable, c'est l'avis de Thierry Henry, la main du capitaine de l'équipe de France au moment du but marqué contre l'Irlande mercredi soir suscite un débat national. L'entraîneur irlandais parle de meurtre. Mais d'abord cette information de dernière minute, Jean-Pierre Trébert a été arrêté à Melun. L'assassin présumé de Géraldine Giraud et de Katia L'Herbier s'était échappé de la maison d'arrêt d'Auxerre le 8 septembre dernier, caché dans un carton. Après 2 mois et demi de cavale, il va être déféré au palais de justice d'Auxerre. Depuis son évasion, il avait plusieurs fois nargué les forces de l'ordre en écrivant aux journaux, à des anciens amis ou à d'anciens co-détenus. Son procès est prévu au printemps 2010. Séance de rattrapage aujourd'hui donc à l'Elysée pour Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État a reçu plusieurs centaines de maires pour parler des sujets qui fâchent, à commencer par la suppression de la taxe professionnelle qui est discutée en ce moment même dans l'hémicycle du Sénat. La plupart des élus socialistes ont boycotté l'invitation et à la sortie du palais de l'Elysée, les élus n'ont pas caché leur déception. Marie Brémaud. Malgré le boycott de la plupart des maires de gauche, Nicolas Sarkozy n'était pas forcément en terrain conquis aujourd'hui. Fait rare, il a donc démarré son allocution par des excuses. Je voudrais également vous présenter mes excuses parce que mardi et mercredi, j'étais en Arabie Saoudite et au Qatar. Je n'ai donc pas pu, contrairement à mes habitudes, venir à votre congrès. 3 quarts d'heure de discours durant lesquels le chef de l'État s'est expliqué sur la réforme des collectivités territoriales et la suppression de la taxe professionnelle. À la sortie, l'auditoire semble perplexe. J'ai pas entendu de nouveauté. Il a dit qu'en fin de compte, il fallait réformer, que ça faisait 28 ans qu'on n'avait pas réformé, ou 30 ans. Il est reparti de la taxe professionnelle aussi. C'était les deux trucs, taxe professionnelle et territoire. Il fallait, personne n'avait eu le courage. Et donc lui, là, en gros, c'est ce qu'on connaît, c'est le discours de Sarkozy qu'on connaît en général. Mais même entre les maires de droite et le président de la République, les relations ne sont pas au beau fixe. Les élus veulent désormais des preuves de la bonne volonté de Nicolas Sarkozy. Il a dit quelque chose qui me paraît important, qu'il souhaitait que les relations de confiance nouvelles s'établissent à nouveau, comme ça pouvait être le cas il y a déjà un certain nombre d'années, entre les collectivités locales et l'État. Donc ça nous paraît quelque chose d'important. Simplement, vous savez, les maires sont des gens pragmatiques et je crois qu'ils vont attendre de voir si les engagements qui ont été pris seront effectivement mis en œuvre. Tous les maires se tournent désormais vers le Sénat, leur dernier espoir de changer certaines dispositions du projet de loi avant son adoption. Et à cette occasion, Nicolas Sarkozy a annoncé une prochaine conférence nationale sur les déficits publics. Je vous le disais, les sénateurs discutent en ce moment même de cette disposition si controversée qu'est la suppression de la taxe professionnelle, une réforme particulièrement compliquée, comme l'a elle-même souligné la ministre de l'économie, Christine Lagarde. C'est vrai qu'il s'agit d'une réforme de grande ampleur. C'est une réforme de grande ampleur parce que c'est un texte effroyablement compliqué sur lequel on travaille, un texte vieux de 30 ans, intelligent à l'origine, mais qui a été abusivement détérioré, détourné de son objet, détruit pour partie, à l'occasion de plus de 70 réformes au cours des 30 dernières années. Et je crois que la réforme que nous proposons sur ces 2 jambes, avec ces 3 principes que nous allons aborder, elle va au contraire, je crois, faire œuvre de modernité et bien enraciner les entreprises dans leur territoire. Bonsoir Delphine Gérard. Bonsoir Caroline. Réforme compliquée donc, on l'a dit, complexe, rédigée en des termes abscons, a même dit Jean Arthuis. C'est vrai, et c'est tout l'enjeu pour les sénateurs, clarifier, simplifier ce texte, car il existe, Caroline, un risque, c'est que ce projet de loi de finances soit retoqué par le Conseil constitutionnel, car pour qu'une loi soit promulguée, il faut qu'elle soit accessible et intelligible par tous. Et là, visiblement, c'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. C'est un texte très dense qui est arrivé de l'Assemblée nationale. Déjà, les députés avaient entièrement réécrit l'article 2 qui prévoit donc la suppression de la taxe professionnelle. Et chose inédite, les sénateurs, à leur tour, ont entièrement réécrit cet article. Mais surtout, ils ont décidé d'appliquer à l'initiative du rapporteur général de la Commission des finances, Philippe Marini, un des principes du discours de la méthode de Descartes. Quand on ne comprend pas une chose, on la divise en 2. C'est-à-dire, précisément? C'est-à-dire
dire que les sénateurs ont obtenu du gouvernement un vote en 2 temps sur la suppression de la taxe professionnelle. Cet après-midi, ils ont donc dû examiner le volet entreprise, à savoir la création d'une contribution économique territoriale qui prévoit la création de 2 nouveaux impôts pour les entreprises. En ce qui concerne la partie beaucoup plus délicate, à savoir la redistribution de ces 2 nouveaux impôts entre les collectivités, eh bien, elle a été repoussée au mois de décembre. C'était aussi un moyen, j'imagine, de trouver une majorité pour pouvoir voter ce texte aujourd'hui au Sénat. C'est vrai, c'est assez habile, c'est un coup politique, car souvenez-vous, il y a encore peu, pour Jean-Pierre Raffarin, avait mené la fronde au Sénat, accompagné de 23 autres sénateurs. Il avait menacé de ne pas voter la suppression de la taxe professionnelle. Avec ce vote en 2 temps, le conflit est désamorcé. Le président du Sénat a même déclaré que c'était une affaire réglée. Merci beaucoup Delphine, affaire à suivre en tout cas au Sénat. 415 millions d'euros, c'est le montant que l'État a versé à France Télévisions en compensation de la suppression de la publicité après 20 heures. Quant à la taxe sur les chaînes privées destinée justement à financer cette suppression de la pub, elle pourrait être modulée pour tenir compte des effets de la crise économique sur les médias. C'est en tout cas ce que prévoit un amendement adopté hier par la Commission des affaires culturelles du Sénat. Bérangère Dinglas. Crise oblige, depuis le début de l'année, les chaînes historiques ont vu leurs recettes publicitaires s'effondrer. Moins 15% sur le premier semestre 2009. L'amendement sénatorial va donc faire des heureux. TF1 et M6, les 2 principales chaînes concernées, ne paieraient que 0,5% de taxes sur les chiffres d'affaires, contre les 3% initialement prévus. C'est une économie tout à fait substantielle qui va permettre, d'une certaine manière, de doper les profits. Ça représente de l'ordre de 15 millions d'euros pour M6 et de l'ordre de 40 millions d'euros pour TF1, ce qui est effectivement une économie tout à fait substantielle. En août dernier, les 2 chaînes ont lancé un recours auprès de la Commission européenne contre cette taxe destinée à financer la suppression de la publicité sur France Télévisions, leur principale concurrente. Mais aujourd'hui, ni TF1 ni M6 ne souhaitent commenter ce coup de pouce du Sénat. Les 2 chaînes restent opposées au principe même de la taxe. TF1 et M6 également se lancent toujours l'idée de faire un moratoire sur cette taxe, c'est-à-dire de dire cette taxe-là, voyons comment elle pourrait être appliquée, mais ne la payons pas tout de suite, laissons passer l'année 2010, voire l'année 2011, laissez-nous un peu de temps afin que l'on puisse voir comment on peut la payer. Mais ça, cette idée de moratoire, pour le moment, elle n'est toujours pas passée. Ce sont les chaînes de la TNT qui tirent leur épingle du jeu. Cette année, elles ont vu leurs recettes publicitaires doubler et ne paient pour l'instant qu'une taxe de 1,5% sur leur chiffre d'affaires. 68 documents du ministère de la Défense sur l'affaire des moines de Tibérine déclassifiés. Décision d'Hervé Morin, conformément à l'avis de la commission consultative du secret et de la défense nationale. D'après ces documents, la France aurait été informée d'une possible manipulation du GIA. Le groupe islamiste avait revendiqué, je vous le rappelle, l'assassinat des 7 moines morts en Algérie en 1996. Le parquet va faire appel dans le procès AZF. Hier, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé une relaxe générale des prévenus au bénéfice du doute. L'explosion dans l'usine le 21 septembre 2001 avait fait 31 morts, des milliers de blessés et endommagé 30 000 logements à des kilomètres à la ronde. L'Europe s'est éloignée de la table des grands. Commentaires du journal britannique The Guardian ce matin après la décision des 27 de nommer 2 quasi-inconnus à la tête de l'Union. Le Premier ministre belge Herman Van Rompuy devient président du Conseil. La Britannique Catherine Ashton prend la tête de la diplomatie. Vous ne les connaissez pas, vous n'êtes pas les seuls. Sophie Normand. L'Europe est une union de valeurs, c'est pourquoi nous avons un rôle important à jouer dans le monde. Il ne peut pas y avoir d'avenir dans ce monde sans nombre de nos valeurs. L'Europe est donc désormais incarnée, mais discrètement. Le modeste Herman Van Rompuy veut se concentrer sur son rôle de facilitateur de compromis entre pays. À ses côtés, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, élue pour 5 ans, Catherine Ashton, une personnalité presque inconnue sur la scène internationale, sans oublier un secrétaire général du Conseil. Bref, 3 nouvelles fonctions à la tête de l'exécutif, pas simple de s'y retrouver, avec un risque de télescopage et de bataille pour le pouvoir qui pourrait profiter au président de la Commission européenne. Ça ouvre pour le président Barroso la possibilité éventuellement d'être le vrai chef d'orchestre, puisque c'est celui qui a de l'expérience, c'est celui qui est là depuis un mandat déjà, qui connaît la machine. Et donc ça lui ouvre une carte, on verra s'il sait la saisir.
Le président du Conseil et la haute représentante aux affaires étrangères trouveront-ils l'aplomb suffisant pour avoir un pouvoir institutionnel et exécutif clair face à un pouvoir parlementaire qui deviendra sans doute de plus en plus important? C'est ce qu'ils devront prouver. Ils prendront leurs fonctions dès le 1er décembre. Herman Van Rompuy et Catherine Ashton sont-ils une chance pour l'Europe? Sur ce sujet, 3 questions à l'eurodéputé Jean-Marie Cavada. Bonsoir Jean-Marie Cavada. Bonsoir à vous tous. Alors, Herman Van Rompuy, je vais y arriver, Catherine Ashton, est-ce que c'était 2 noms qui vous faisaient rêver pour l'Europe? Je ne vais pas prendre les choses comme ça. Si par cette question vous me demandez est-ce qu'on a fait au plus prestigieux et est-ce que le traité de Lisbonne a fait au plus simple dans l'organisation des institutions, l'exécutif d'un côté, le législatif de l'autre? Non, puisqu'on a 3 entités, comme vous venez de le rappeler dans votre reportage. Pour autant, est-ce que le traité de Lisbonne apporte un bien mieux par rapport à l'époque dont nous sortons maintenant? Oui, incontestablement, parce que connu internationalement ou pas, ceci est une affaire presque secondaire, hélas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que de toute façon, c'est un nom que vous n'aviez jamais prononcé de votre vie, et depuis 24 heures, il tourne en boucle dans les médias. Dans 3 mois, tout le monde le connaîtra à travers le monde. Ce n'est pas on va continuer à le prononcer, à votre avis? Comme on veut. Enfin, le moindre des respects de l'homme, c'est de respecter la prononciation de ses langues. Non, mais je veux dire, on va continuer à prononcer son nom? Bien entendu qu'on va continuer. Écoutez, déjà, il sera à tous les sommets. Il va conduire, harmoniser et préparer les travaux du Conseil européen, qui est l'endroit à la table où les patrons, les chefs de gouvernement ou d'État s'asseyent pour prendre les principales décisions. Donc ça n'est pas mon principal souci. Mon principal souci, il tient dans 2 choses. Premièrement, nous sommes dans une étape, je dirais, au milieu du gué. Le traité de Lisbonne nous a donné des moyens considérablement plus efficaces et nous allons avoir un rapport de pouvoir qui va être simple. Conseil d'un côté, l'exécutif, comme ici le gouvernement en France, et Parlement de l'autre. Le Parlement gagne énormément. Ça va devenir la véritable autorité qui tranche, puisque le Parlement aura autorité sur à peu près 80% des textes qui seront proposés. Et deuxièmement, en cas de conflit, et notamment sur toutes les affaires budgétaires, c'est nous qui aurons la parole, le dernier mot. Par conséquent, on ne peut pas nier que les choses avancent, que nous avons un meilleur volant pour conduire cette voiture Europe. Maintenant, si vous me demandez si on a Fangio, Ayrton Senna ou que... Non. Mais enfin, ils se feront connaître petit à petit. Oui, mais vous dites exécutif d'un côté, Parlement de l'autre, et puis il y a en plus le président de la Commission européenne, il y a le président tournant, puisque ça reste ça, la présidence tournante tous les 6 mois. Au final, beaucoup d'interlocuteurs, donc même question que celle qu'on a posée hier. Quand Barack Obama veut appeler l'Europe, il appelle qui? Quand M. Obama veut appeler l'Europe, il appelle le président de l'Union. Puisque le président de l'Union, quand il veut appeler les États-Unis, il n'appelle pas le président du Congrès. J'ai trouvé limite discourtois le texte que la Maison-Blanche a diffusé hier soir. D'abord, il ne s'est pas réjoui de quelque chose qui est un élément nouveau. Ils auraient pu. Deuxièmement, l'administration américaine, dont j'ai toujours été assez partisan, parce que M. Bush n'a pas été un bon président, notamment pour l'Europe ni pour la paix dans le monde, montre quand même son désintérêt assez profond, pour ne pas dire un certain mépris pour l'Union européenne. D'ailleurs, le président Obama n'est pas venu ces temps-ci en Europe montrer sa considération. Il n'a pas pris son téléphone, mais peut-être ne sait-il pas faire les indicatifs européens. Dans ce cas-là, je vais lui envoyer une lettre. Je ne sais pas quel numéro composer, peut-être. Oui, tout ça, c'est votre... Je dis qu'au lieu d'un numéro, on a un standard téléphonique aujourd'hui. Mais naturellement, le président du Conseil européen, c'est l'autorité exécutive au sommet, et là, il n'y a pas de doute. Je considère que nous avons une chance très importante en ce moment, parce que la reconsidération de la politique américaine est une chance, certes, et je dirais, la distance que prend Obama vis-à-vis de l'Europe nous donne une chance, à condition, vous avez raison, que nous ayons la volonté d'être une entité politique forte, et il faut d'abord régler les problèmes des pouvoirs respectifs des institutions. Vous savez, rien n'est écrit d'avance. Il faut trouver, je dirais, en marchant, le profil qui fera que les choses fonctionnent. Et pour l'instant, c'est le début. Mais le traité de Lisbonne est bien meilleur que ce dont nous sortons, c'était le traité de Nice. Juste brièvement, on avait annoncé une nuit entière de négociations, de tractations. Finalement, ça a été très vite. Comment vous expliquez que les 27 se soient mis d'accord aussi rapidement? Eh bien, moi, je pense que dans un premier temps, les 27 qui ne voulaient pas du George Washington, pour reprendre la phrase de Valéry Giscard d'Estaing, notamment dans Le Monde de ce soir, se sont mis d'accord pour prendre quelqu'un qui prendrait la mesure des pouvoirs, organiserait ses pouvoirs, et je dirais, ne ferait pas trop d'ombre non plus à l'Europe des États, parce qu'il ne faut pas se cacher, l'Europe depuis plusieurs années est davantage l'Europe des États que l'Europe communautaire dont nous avons pourtant besoin pour sortir de la crise.
Il faudra charger cet homme, retenez bien son nom, parce que les gens qui sont d'apparence modeste, en général, finissent par se révéler à la grande surprise et aux grandes dames, absolument, aux grandes dames de ceux qui pensaient avoir quelqu'un de poids moyen qui ne nous ferait pas d'ombre. Et je l'espère, j'espère que ces personnages-là prendront la mesure de leur dimension, quitte à ce qu'ils cèdent la place à la suite. Merci beaucoup Jean-Marie Cavada. Merci à vous. Je signale la réponse de notre question du jour avec notre partenaire nouvelobs.com. Vous sentez-vous représenté par le nouveau président de l'Europe? Vous avez répondu oui à 9%, non à 77%. Il va avoir du travail pour se faire connaître, effectivement. Oui. Depuis mercredi soir, les Français ne parlent que de cela. La main de Thierry Henry qui a permis à la France de marquer un but contre l'Irlande et de se qualifier in extremis pour la Coupe du Monde de foot. Le sujet a pris une tournure politique. La ministre de l'économie, Christine Lagarde, a même lâché le mot tricherie, souhaitant rejouer le match. Écoutez. Je trouve ça fort triste. Je suis évidemment très contente que l'équipe soit dans la Coupe du Monde, mais je trouve ça très triste de s'être qualifié sur sur cette tricherie. Et je trouve que la FIFA ferait bien de regarder les règles en vigueur, parce que je trouve que ça serait bien de pouvoir, dans de telles circonstances, décider peut-être de faire rejouer un match. Voilà, rejouer le match, c'est aussi le souhait de Thierry Henry lui-même, mais la FIFA a rejeté cette éventualité. La main de Thierry Henry, débat national, c'est le sujet de notre oui-non. Et sur ce plateau, Michel André, sénatrice socialiste du Puy-de-Dôme et fan de foot, il faut le préciser. Fan de sport en général. Et puis Richard Sénéjoux, journaliste à Télérama. Bonsoir. Est-ce que vous comprenez tous les deux que ce sujet prenne une telle ampleur au niveau national, Michel André? Moyennement, mais nous savons bien en ce moment que 2 ou 3 jours sur un sujet deviennent la règle de traitement des informations. Et je pense que avoir taxé d'entrée ce joueur, le capitaine de l'équipe de France, de tricherie, je pense que ça va trop loin, trop vite. Il n'a pas triché. Je ne sais pas s'il a triché. Il a mis la main sur ce ballon. L'arbitre n'a pas vu. L'arbitre n'a pas vu. Il aurait pu le dire. Mais il aurait pu le dire, d'accord. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas en faire tout un drame. Quand une élection est mal ficelée, quand il y a de la triche ou quand il y a des erreurs, quand il y a des erreurs de compte dans les élections du moindre conseiller général, il n'y a pas de problème à refaire une élection. Donc moi je pense qu'il faudrait rejouer ce match, ça serait correct. Vous pensez qu'il faut rejouer le match? Je pense qu'il faut rejouer ce match. Oui, dans l'absolu, dans un monde idéal, il faudrait sans doute rejouer le match, sauf que c'est impossible, puisque quel est l'État le plus puissant de la planète sportive qui régit les lois? C'est la FIFA, en l'occurrence, et son grand président Sepp Blatter, donc j'ai pas l'impression qu'ils aient eu envie. Si la Fédération française de football fait la demande elle-même, peut-être que ce serait possible. Vous pensez? Non, je pense qu'on en reparlera, mais je crois que c'est juste impossible. Sinon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tout le monde pourra déposer des requêtes, des réserves, etc. Et donc il y aura peut-être quelques matchs à rejouer. Il y a un drame national. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, là-dessus, c'est vrai qu'on peut se poser la question. C'était pour ceux qui aiment le sport, le football, c'est vrai que c'était un match à enjeu important, puisque se jouait donc l'arrivée, enfin en tout cas le déplacement de la France en Afrique du Sud dans quelques mois. Voilà, c'est le sport numéro 1, c'est le sport le plus populaire. Les passions s'exacerbent et on va dire peuvent aller très loin. Mais c'est vrai que voilà, c'est un fait de jeu, donc c'est vrai que c'est regrettable. Moi, je suis contre la vidéo, donc c'est vrai qu'à la vidéo, on voit très bien qu'il y a main. Je pense notamment qu'une expérience comme celle qui est menée sur l'Europa League, la petite Coupe d'Europe, avec 2 arbitres supplémentaires de qui sont derrière les buts, pardon, ça aurait peut-être permis de une solution. Que ce soit vu, tout simplement. Est-ce que ça donne l'image d'une France tricheuse? La manière dont c'est posé le donne cette impression maintenant, c'est clair. Alors que moi je persiste à penser que sur le moment, oui, il a pas fait exprès. Moi je l'ai regardé ce match, la télévision a remontré, on a très bien vu les choses quand on connaît un petit peu. Donc pourquoi ne pas refaire? Moi je pense que la Fédération française devrait s'interroger. C'est dommage de partir en Afrique du Sud avec ce malentendu. C'est dommage de donner de notre capitaine de l'équipe une image mauvaise, a priori. Et justement, après et troisièmement, c'est dommage pour la France. Et puis, que dire à tous ces mômes à qui on apprend le fair play, la correction, le respect de l'arbitre, le respect des règles? Qu'est-ce qu'on va leur dire aujourd'hui? C'est un mauvais exemple, voilà.
Après le coup de tête de Zidane en finale de la Coupe du Monde, ça donne ça fait mauvais effet pour la France? Je suis pas sûr de ça. Thierry Henry, est-ce qu'il incarne la France? C'est vrai que c'est le capitaine de l'équipe de France, mais est-ce que c'est le symbole de la France dans ce cas-là? Bon, c'est un individu qui triche. Moi, par contre, vous pensez qu'il triche? Ah bah oui, c'est avéré. Il fait une main volontaire. Bon, elle aurait dû être sanctionnée en tant que telle. Après, est-ce qu'il faut tout remettre à plat directement et que voilà l'image du pays est écornée et devient un pays de tricheurs? Honnêtement, j'en suis pas persuadé, et ça fait un petit peu sourire les spécialistes, très sincèrement. Et est-ce que c'est pas moins grave que la déception qui se serait emparée de la France si elle n'avait pas été qualifiée par la Coupe du Monde? On a déjà vu la France gagner, on a déjà vu la France perdre sur un match nul en face de l'Uruguay en Corée du Sud. Oui, mais là justement, on a déjà vu des choses par tous les moyens, quoi. Non, la fin justifie les moyens. La fin ne justifie pas les moyens, ça c'est clair. En sport, pas plus qu'ailleurs. Pas plus dans le domaine des affaires que de la politique. Écoutez, ici dans l'hémicycle, lorsqu'il y a des dispositions qui ne plaisent pas au gouvernement, le gouvernement, d'autorité, impose une deuxième délibération, ça veut dire une deuxième fois, en faisant les choses différemment, en imposant quelque part. Donc on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas reconsidérer cela. Surtout qu'il y a un précédent. En 2005, un match a été annulé entre l'Ouzbékistan et le Bahreïn pour une erreur technique d'arbitrage. Une erreur technique de l'arbitre, ce qui n'est pas la même chose, qu'il avait pris une mauvaise décision. Le problème, c'est aussi de dire que les arbitres voient pas ou veulent pas voir. Non, il y a beaucoup de choses. Vous savez, le football professionnel. Le jeu, c'est aussi les erreurs de l'arbitre, et puis voilà, c'est comme ça. Mais quand on les voit, quand elles sont si flagrantes, c'est pas de dire c'est comme ça. Je pense qu'on a une exigence morale plus grande à faire jouer. Vous dites que ça ternit pas forcément l'image de la France, on va pas aller jusque-là. Est-ce que ça ternit en tout cas celle du sport? Du sport, en tout cas du foot français. Ce qui est le plus triste dans l'affaire, c'est que entre guillemets, on soit obligé d'en arriver là pour pouvoir se qualifier, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez vu le match, c'était moi de mémoire, c'est un des matchs les plus faibles que j'ai vu de la France depuis très longtemps. Oui. Et c'est vrai que on va dire que il a fallu ce moyen extra sportif, anti-sportif pour y arriver. Donc c'est triste. C'est vrai que, enfin, c'est surtout que le niveau du football français est très inquiétant. Maintenant, s'il y a une sanction, quelque chose à faire, c'est plus au niveau de l'individu, Thierry Henry en l'occurrence. Et de l'entraîneur? L'entraîneur là-dessus, il est pour rien. Enfin, je sais pas, c'est pas lui qui a mis la main en l'occurrence. Je vois pas ce que viendrait faire là-dedans Raymond Domenech, mais une espèce de comité. Sa place a été remise en cause. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. C'est permanent. C'est pour la manière dont joue l'équipe, ce qui est pas la même chose. Mais c'est plutôt une espèce de comité d'éthique. Donc, il existe d'ailleurs pour le football professionnel en France. Est-ce que quelque chose de niveau un petit peu mondial qui serait un petit peu entre guillemets un contre-pouvoir la FIFA, parce que là, visiblement, il y aura pas de sanctions, pour être mis en place, c'est une vraie question. Michel André. Je suis d'accord. Je pense que dans le moindre comité départemental de football, il y a des espaces dans lesquels il y a la gestion de mauvais comportements. Il y a des joueurs qui se font exclure, qui n'ont plus le droit de jouer. Donc moi, je reviens à l'image que ça donne pour l'ensemble des sportifs. Et beaucoup de gens, je crois, sont partis du Stade de France très très malheureux le soir du match. Et quand on n'est ni fier ni content, ça veut dire que quelque part il y a un malaise, donc il faut tenter d'en sortir. Je crois par contre qu'au Stade de France, les gens n'ont pas vu les images, ou pas tout de suite, et donc étaient plutôt contents. C'est plutôt les 10 ou 12 millions de téléspectateurs qui étaient devant leur écran. Dire qu'il y a eu une espèce de goût d'inachevé, un petit peu compliqué d'amertume après. La sortie du Stade de France n'était pas forcément très enthousiaste. Merci à tous les gens qui vont au stade, ils voient bien les choses, contrairement à ce qu'on croit. Ça fait loin quand même, pour voir la mort. Peut-être. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, on voit que le sujet passionne jusqu'à sur ce plateau. On passe à la dernière partie de ce 18h, le décryptage de l'image politique de la semaine. L'image que nous avons choisie, c'est François Fillon au Congrès des maires de France. C'était mardi. Le Premier ministre s'est fait huer par les élus locaux. Cependant, pour certains, il a tout de même réussi à faire passer son message. Écoutez. Il ne s'agit pas de réduire les ressources financières des collectivités locales. Elles seront confortées. Écoutez, je crois que si vous acceptez d'écouter la démonstration que je vais vous faire, à l'issue de cette démonstration, vous pourrez naturellement exprimer, comme vous le désirez, votre approbation ou votre désapprobation. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Président de la société de conseil CAP Politologue. Alors à votre avis, est-ce que François Fillon a réussi son exercice mardi ou pas ? Oui, très certainement, et dans l'extrait qu'on a retenu, tout est un tout petit peu dit. Vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy délègue à François Fillon le soin d'affronter la bronca des maires de France.
quand même globalement remonté sur la réforme des collectivités territoriales et surtout la suppression de la taxe professionnelle. Alors, quels sont les 3 ressorts de cette opération de communication réussie? La première, sans doute l'essentiel, ça a été dit par François Fillon à l'instant. Il met sa tête sur le bio. Il y a l'élément dramatisation, exposition. Il dit aux élus, vous pouvez me tuer. Mais laissez-moi parler d'abord. Laissez-moi parler. Et cette seule reconnaissance veut dire psychologiquement pour ceux qui écoutent, eh bien tout d'un coup une baisse de pression. Parce que ça semble dire mais vous pouvez me tuer, ce sera facile. J'ai en tête par exemple l'heure de vérité de Laurent Fabius pendant l'affaire Greenpeace face à l'échantillon de panélistes à l'époque qui existait pour l'heure de vérité. Il avait dit je me suis sans doute mal expliqué. Hein, les panélistes avaient dit qu'ils ne le croyaient pas. Il a repris sa démonstration et là tout d'un coup les panélistes l'ont cru. Sans doute que cette variation d'attitude ne provenait pas tant d'une argumentation plus serrée que le seul fait de remettre sa tête sur le bio. Eh bien là, c'est le même ressort. Voilà, absolument. C'est-à-dire tout de suite, on désamorce. Puisqu'on dit, mais vous pourrez me tuer, mais laissez-moi parler. Le second élément, le discours a été assez long, assez précis, 45 minutes, et il n'a pas éludé les questions. Et donc, le seul fait de ne pas éluder les questions, les élus se sentent respectés, considérés. Enfin, le troisième élément, vous l'avez dit, hein, c'est qu'il a dépolitisé le débat pour le faire entrer dans un débat très technique. Et donc, les élus qui sont responsables, qui doivent gérer des collectivités territoriales, qui sont inquiets sur l'avenir, se demandent à quelle sauce sera-t-on mangé. Donc ils écoutent très attentivement les arguments de François Fillon et dans leur tête ils se disent mais comment vais-je m'en sortir? Et donc vous voyez, c'est un principe d'entonnoir. Au départ il est face à une foule hostile et peu à peu il va les faire rentrer dans une cohérence qui dit je vous respecte, je dramatise ma situation, mettez-vous à ma place, je technicise. Il n'est pas certain au total que François Fillon est réellement convaincu ou rassuré, mais en tout cas, il n'y a pas eu bronca, et à l'issue de ça, les médias ont dit que la prestation avait été bonne, voire peut-être qu'éventuellement, il avait convaincu les élus locaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des premières fois que François Fillon ait vraiment son rôle de Premier ministre ? C'est la première fois d'abord où visiblement, peut-être de façon aussi nette, tous les médias se disaient qu'il faisait le travail qu'aurait pu faire Nicolas Sarkozy et que lui n'a pas affronté, chose que lui affronte. Donc il sert de paratonnerre. C'est une vision traditionnelle du Premier ministre qui sert de paratonnerre. Ce n'était pas la vision du sarkozysme où Nicolas Sarkozy disait non, non, c'est à moi d'assumer. C'est d'ailleurs comme ça le fait qu'il théorise que sa popularité soit derrière celle de François Fillon. Et puis par ailleurs, François Fillon a du savoir-faire. Moi j'ai en tête par exemple pendant la réforme des retraites qui n'était pas simple, le fait que devant la représentation nationale et même devant l'UMP, il avait une capacité à déminer, à s'expliquer et d'un certain point de vue une capacité à se sortir de travers de ce genre. Sur ce genre d'exercice, il n'est pas mauvais. Merci beaucoup Stéphane, à la semaine prochaine. Merci. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Bibliothèque Médicis, comme tous les vendredis avec Jean-Pierre Elkabbach. Thème de cette émission, anonyme ou célèbre. Quant à moi, j'ai eu le plaisir de vous retrouver en direct à 22h. Très bonne soirée sur Public Sénat.